nos trois panélistes qu'on va recevoir. On a d'abord M. Félix Lévesque, qui est, dans le fond, de la ferme coopérative du Moulin avec Marianne Rioux et Frédéric Villot. La ferme coopérative du Moulin est une coopérative de travail qui produit des légumes certifiés biologiques. Elle produit également des semences maraîchères, médicinales et ornementales et aussi certifiées biologiques depuis 2024. Sa vision est de cultiver des légumes et des vivaces de façon écologique pour offrir des produits de qualité par la vente directe sur le marché local. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Félix. Notre deuxième invité, c'est M. Sylvain Junior Henry de la ferme La Caboche. Tantôt, il avait posé des questions, alors peut-être que vous l'aviez déjà remarqué. Sylvain et sa conjointe Jessie Lepage ont démarré en 2017 à Sainte-Blandine, une ferme traditionnelle familiale de proximité faisant la production d'œufs biologiques de poules élevées en liberté, l'élevage de volailles biologiques, poulets d'Inde, canards, de bœuf Highland, au champ et de porcs biologiques de pâturage. Donc, une bonne main d'applaudissements pour Sylvain Junior. Et enfin, le troisième et non le moindre, Danny Bélanger de la ferme Philibert qui se joint à nous. Danny est copropriétaire de la ferme Philibert, une entreprise laitière de plus de 375 kg de matière grasse et de grande culture avec environ 3500 acres en culture. Il est la deuxième génération de relève non apparentée sur cette ferme qui est située à Matane. Alors, on souhaite la bienvenue à Danny. Alors, on va essayer de faire ça le plus interactif possible. Je vais avoir quelques questions à poser, évidemment, à nos trois panélistes, mais vous aurez la chance aussi, il y a le micro qui est là, vous pourrez vous lever à la toute fin et aller poser des questions que vous souhaitez à ces trois relèves et qui sont là et qui vont répondre, évidemment, du mieux qu'elles le peuvent. Maintenant, juste pour commencer, on va mettre les choses un peu en contexte. À tour de rôle, je ne vais pas répéter la question, mais bon, on va commencer avec Félix et par la suite, tu pourras suivre Danny et Sylvain. Et comme ça, vous allez comme y aller avec un résumé, grosso modo, de vos entreprises, parler de la localisation plus précisément, le type de production que vous faites, les quotas, si c'est votre cas, mise en marché, votre nombre d'employés, etc., si vous êtes dans une entreprise familiale ou non. Donc, j'ai fait des petits descriptifs, c'était très, très, très général. Alors, allez-y plus précisément. On va commencer avec toi, Félix. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Cool. Dans le fond, c'est ça. Mon nom, c'est Félix. Je travaille à la ferme coopérative du Moulin. On est une coopérative de travail à but non lucratif qui est basée à Saint-Clément. On a commencé en produisant strictement des légumes distribués sous forme de paniers dans les marchés publics puis un petit peu en épicerie. Puis là, tranquillement, Marianne, dans l'équipe, qui est au centre de la photo, a créé le volet semences au sein de l'entreprise. Alors là, depuis ce temps-là, ça prend de plus en plus de place parce qu'il y a un engouement un peu plus marqué que ça pour les semences que pour les légumes, là, dans lequel on en a parlé un peu plus tôt, il y a un essoufflement. Donc, c'est ça. On est basé à Saint-Clément. On est une coopérative de travail dont on est les trois membres, mais pendant l'été, ça arrive qu'on embauche des personnes, jusqu'à 3 autres personnes pour nous appuyer avec des contrats de différentes longueurs. Puis, pour l'instant, c'est ça que j'aurais à dire, je pense. Ouais. Le bâton de parole, mais oui. Qui revient à Danny. Bonjour tout le monde, Danny Bélanger, ferme Philibert Matane. Moi, je suis une relève non apparentée de la deuxième génération qui est précédée de Gilbert Beaulieu. Et aussi, Gilbert Beaulieu, il a fait une relève non apparentée avec Olivier Philibert à l'époque. Vous les voyez justement sur la photo. On voit Olivier qui a 90 ans aujourd'hui. Il y a moi, il y a ma conjointe, puis il y a Joanne, la conjointe à Gilbert, puis Gilbert. Fait que nous autres, c'est une production laitière et céréalière. On cultive près de 3400 acres de terre en culture, puis on a un quota d'environ 380 kg au total, répartis sur 6 sites d'élevage. Fait que, incluant une porcherie qui est actuellement vide, mais nous autres, on est opportunistes, fait qu'on regarde des opportunités d'affaires qui pourraient être en jeu avec ça. Ensuite de ça, moi j'ai 38 ans. Gilbert, lui, il a 60 ans, puis Olivier a 90 ans. Fait que nous autres, ce qu'on regarde, on a déjà planifié un peu la relève du futur actuellement aussi. Et on se situe à l'extrême est de Matane. On est le dernier à l'autre bout. Moi, c'est Sylvain Henry. Je suis propriétaire de la ferme La Caboche avec ma conjointe Jessie. Nous, on fait ce qu'on appelle l'alimentation de proximité. Fait qu'on produit, en 2025, on va avoir 750 poules pondeuses à la ferme. On produit 2000 poulets de pâturage, 500 canards,
On a une micro-porcherie. Là, cette année, on devrait faire une 50aine de porcs. Tout ça, c'est en régie biologique. On est seulement 2, donc on n'a pas d'employés. Ma copine, elle est en temps plein comme enseignante. Moi, depuis 2 ans, je suis à temps plein à la ferme, sans salaire. Mais tout est bien comblé. On possède une terre de 88 hectares, je crois, dont 8 hectares, 10 hectares en champ, puis le reste en boisé. On est de première génération. Nous, on ne vient pas du milieu agricole. On a acheté notre terre en 2014, puis fil en aiguille, on a créé la ferme. On a une deuxième relève. J'ai 3 petites filles. Fait que, on pense aussi à ça. On pense à leur laisser quelque chose un jour s'ils sont intéressés. Fait qu'on est à regarder comment ça fonctionne. Au niveau des quotas, nous, on possède, c'est sûr que sous la gestion de l'offre, il y a la volaille, donc les œufs, puis le poulet. Mais on possède du quota, justement, pour les œufs. On a 200 quelques unités. Puis, même chose pour le poulet. Là, avec les programmes qui ont été le PAD 500, puis les éleveurs de volaille avaient un programme pour la production de 2000 poulets. Donc, on a participé et on a été lauréat dans les deux catégories. Donc, on comprend finalement par vos parcours, à moins que je ne m'abuse, il n'y a personne qui vient du milieu agricole. Donc, vous êtes toutes des relèves de première génération. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi l'agriculture comme mode de vie? Les trois membres de la coop, on s'est connus au cégep lors de la grève étudiante de 2012. Donc, on était vraiment contre tout le système à l'époque. Puis, on voulait tout détruire. Puis, on cherchait la liberté. Fait que l'autosuffisance alimentaire, ça nous excitait beaucoup. Puis, on s'est suivis pendant plusieurs années. Là, on s'est initié au jardinage quand on habitait en ville. Puis, finalement, on s'est rendu compte qu'on tripait bien raide. Puis, qu'on avait bien du fun à faire ça. Fait qu'on s'est suivis. Puis, après quelques années, on a réussi à trouver un terrain à acheter au Bas-Saint-Laurent. Fait que, ouais, c'est ça qui nous a amenés tranquillement. Moi, dans le fond, j'ai peut-être oublié de spécifier ce petit département-là. Je suis issu d'une ferme familiale agricole, que j'ai oublié de mentionner tantôt, chez mon père. Fait que j'ai été né là-dedans, puis dans le fond, moi, j'ai tout le temps aimé ça. Je savais que j'allais faire ça dans la vie. J'étais passionné par l'agriculture. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai découvert cette passion-là au fil du temps. J'ai fait mon cours en production laitière à Montjoly. Puis suite à ce moment-là, il n'y avait comme pas d'avenue avec mon père à la ferme ou quoi que ce soit. Fait que j'ai décidé d'aller vers une ferme qui était comme plus prospère et où il y avait quelqu'un qui avait de l'intérêt pour m'avoir, qui était Gilbert à l'époque. Fait que c'est pour ça que je me suis rendu à cette étape-là avec Gilbert. Nous, à la ferme, on a travaillé dans l'Ouest canadien longtemps, moi et ma copine, puis c'est sûr que le biologique, pour nous, c'était quand même quelque chose de très important, puis on n'était pas capable de trouver, nous, c'est de la viande biologique qu'on fait, puis on n'était pas capable de trouver quelque chose d'équivalent des petits producteurs dans le coin, fait qu'on a commencé, quand on a acheté notre terre assez jeune, on avait 23 ans quand on a acheté la terre, puis fait qu'on a commencé à le faire pour nous, on a commencé à le faire pour la famille, une coupe de poulet, ce qu'on était capable de produire, puis on a vu qu'il y avait une demande, on a vu qu'on s'en faisait demander de plus en plus, fait qu'on a dit, on peut peut-être essayer de créer quelque chose, puis on a toujours voulu faire les choses autrement. Fait que c'est avec ça que la caboche est née, puis qu'on s'est dit, on devrait être capable de produire ça. C'est aussi des types de production qu'il n'y avait pas au Bas-Saint-Laurent. On s'est rendu compte aussi pourquoi. C'est un peu plus difficile à produire ces choses-là. Mais c'est ça qui nous a donné l'idée de partir la caboche. Donc, finalement, on en a 2 qui ne sont pas issus du milieu agricole. Toi, Dany, tu es venu spécifier. Merci. J'avais fait une déduction. Je m'en excuse, mais n'empêche que vous avez 3 modèles qui ne sont pas des... C'est pas un transfert apparenté. Dans ton cas, vous êtes, c'est des fermes que vous avez démarrées vous-même. Ça vient avec son lot de défis. C'est quoi les principaux défis que vous avez rencontrés dans l'établissement? On va y aller à l'envers, tiens. On va y aller avec toi, Sylvain. Nous, la première chose au Bas-Saint-Laurent, c'est sûr que le climat, c'est quelque chose qui était... On voulait élever des animaux au pâturage. Fait que le climat ici au Bas-Saint-Laurent n'est pas le même qu'en Montérégie, pas le même que dans les cantons de l'Est. Fait que déjà là, c'était quelque chose qui rapetissait dans le fond, notre temps d'élevage au pâturage. Le biologique aussi, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas non plus au Bas-Saint-Laurent. Fait ça a été dur de faire le démarchage pour être capable d'avoir de la nourriture, du grain, ces choses-là. Mais surtout aussi, la production qu'on a voulu faire, les quotas, c'était quelque chose qu'on s'était fait dire qui était impossible d'avoir, ces choses-là. Fait que tous ces défis-là mis ensemble, un peu comme la première panéliste là, qui disait de ne pas trop se diversifier. Nous, en partant, on a dit, on va se diversifier le plus possible, puis on va voir qu'est-ce qui va fonctionner. Finalement, on a tout gardé. C'est ça qui rend aussi un peu plus complexe la ferme. Mais
c'est ça. C'est beaucoup de défis. Une petite ferme, il y a aussi quelque chose que je l'ai mentionné, c'est la mise en marché. Nous, on fait toute notre mise en marché nous autres mêmes, malgré qu'on possède du quota. Puis ce chose-là, on ne fait pas de vente avec les fédérations. Donc, c'est de la mise en marché, kiosque à la ferme, les marchés publics. C'est nous qui faisons le démarchage auprès d'épiceries ou de partenaires quand on veut mettre en vente nos produits. Fait que, c'est 50% de la job de produire, mais c'est aussi 50% de la job de mettre en marché. Puis c'est quelque chose que souvent on va sous-estimer là, dans une entreprise. Là. Ton côté, Denis? Moi, mon défi, c'était, vu que je n'avais pas d'avenir sur la ferme familiale, c'était de trouver un partenaire d'affaires qui allait faire en sorte que j'allais avoir un lien de confiance avec lui. Fait que c'était pas évident à trouver. Mais j'ai eu la chance que Gilbert m'a proposé une offre d'affaires avec lui. Et puis, tout de suite, on a fait des tentatives de démarche, puis on a essayé ensemble, puis ça a cliqué. Mais, tu sais, là, j'ai été chanceux parce que j'ai trouvé quelqu'un rapidement, mais des fois, le défi peut être aussi, peut être plus long à atteindre, là. Fait que moi, c'est cet enjeu-là, je pourrais dire, qui est le plus un niveau de défi. Est-ce que c'est plus facile quand c'est pas une relève apparentée? Oui, Ouais. je te dirais que c'est plus facile. Ouais. Oui, parce que dans la famille, les émotions montent rapidement. Tu n'es pas capable de séparer le chapeau du parent et le chapeau de l'entrepreneur, du partenaire. Fait que, moi, je trouve que les relations entre partenaires non apparentés sont plus simples, sont plus faciles à jaser. Tu vas jaser des affaires de l'entreprise, puis tu prends des bonnes décisions aussi sans les émotions familiales. Surtout que lui était passé par là aussi, dans le fond, là, Exact. plusieurs années auparavant, là, Oui. finalement. Là. De ton côté, maintenant, Félix, les principaux défis. Oui, bien, il y en a un qui est propre à toutes les coopératives, là, c'est que vu que tout le monde est sur le même pied d'égalité là, par rapport à la prise de décision, ça peut être compliqué, ça peut être mélangé avec des émotions à travers ça, puis ça peut être difficile de trancher là, qui a raison, puis dans quelle direction on va, parce que des fois, la vision de chaque personne n'est pas la même. Fait que c'est ça. Nous, ça a donné qu'on se connaissait depuis plus que 10 ans là, quand on a commencé le projet de la ferme. Fait qu'on avait déjà des méthodes de travail qui étaient communes, puis on les avait peaufinées avec le temps. Fait qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas à se poser comme question. Mais j'aurais pas fait cette coop-là avec n'importe qui non plus. Fait que ça, c'est un défi. Puis dans le futur, ça se pourrait que ça en redevienne un autre si jamais on a intégré quelqu'un d'autre dans l'équipe, parce que là, ça va être la remise en question de l'équilibre là, à travers tous les partenaires. Sinon, un autre défi, là, il a été mentionné, la mise en marché. Là, nous autres aussi, là, les légumes, dans les premières années, là, il y avait comme la COVID. Donc, il y avait un fort engouement pour les produits locaux. Là, on a senti un essoufflement. Fait que là, la mise en marché, on a commencé à se rendre compte qu'en effet, on était dans une MRC qui était très peu populeuse, qui a 8000 personnes seulement. Fait que pour vendre des légumes de proximité qui sont ultra périssables, il faut travailler très fort là, pour contacter beaucoup de gens, essayer de prendre tous les canaux qui sont possibles, faire beaucoup de pubs le plus possible pour essayer de se faire voir. Fait que ça, c'est un défi qui est apparu, pas nécessairement à notre fondation, mais par la suite. Ouais. Tantôt, M. Thériault de la financière agricole a présenté des programmes, des aides dans le fond financières qui existent, notamment pour la relève qui veut se lancer. Je suis curieux de savoir, dans vous trois, si vous avez eu des aides financières, des programmes que vous avez bénéficiés, qui vous ont aidé à démarrer vos entreprises respectives. On va y retourner avec toi, Félix. Oui, c'est la question sur laquelle j'ai peut-être le plus de choses à dire, parce qu'on essaye d'avoir le plus de subventions possible. Nous, on a une particularité qui est propre à une coopérative, c'est que les membres de la coopérative ont droit à des subventions salariales, ce qui n'est souvent pas le cas pour les entreprises qui sont à propriétaire unique ou en nom individuel. Donc ça, à chaque année, on applique pour que ce soit nos employés ou nous-mêmes. On applique à chaque fois on demande à plus de portes que ce qu'on prévoit d'employer, juste au cas où qu'on se fasse dire non à certaines places pour avoir la liberté de choisir ce qui est le plus avantageux pour nous. On a profité de tous les programmes d'aide à l'investissement, là, que ce soit la financière agricole. On est en train de demander notre deuxième prime à l'établissement à temps plein. Vu qu'on est une coopérative, on peut en avoir deux. On a tous les programmes du MAPAC, là, que ce soit prime vert, la conversion à l'agriculture biologique.
on les demande toutes. Puis aussi, vu qu'on est une coopérative à but non lucratif, on est une entreprise d'économie sociale. Donc, on travaille de très près avec Économie sociale Bas-Saint-Laurent, là, qui ont plusieurs programmes d'investissement pour les entreprises d'économie sociale. Alors, voilà, si jamais vous avez de la misère à trouver de l'argent pour votre ferme, ça fait plaisir de répondre à des questions parce que c'est moi qui fais la majorité des demandes de subventions pour la ferme, là, fait que c'est rendu un jeu d'enfant maintenant. De ton côté, Dali, est-ce que tu as eu des aides à l'établissement? Oui, dans le fond, j'ai été chercher la prime de l'établissement. J'ai été chercher aussi l'aide au quota de relève au niveau de la Fédération des producteurs de lait. Et puis, tous ces beaux projets-là, toutes ces belles subventions-là, puis les aides au démarrage ou à l'accompagnement, c'est important d'aller les chercher. Je pense que c'est un plus pour nos entreprises. Puis, ça aide comment je pourrais bien dire ça? Ça aide à prendre un pas d'avant, des fois plus rapide, sur certains investissements qui vont aider à générer plus de revenus. Fait que ça, c'est important. Cogner aux portes, aller fouiller. C'est important d'aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Puis c'est surtout que vous y avez droit. C'est important d'aller chercher parce que vous y avez droit. Puis, ben, monsieur ici est très ferré, fait que c'est bon de l'appeler peut-être. Moi, c'est moins mon domaine. C'est plus Jessie qui s'occupe de ça. Mais je sais que oui, nous, on les a eu aussi avec la financière agricole. Il y a aussi des bourses que vous pouvez aller chercher. Il y a des bourses d'honneur que nous, on a gagnées avec la ferme qui nous a permis d'aller chercher. Souvent, ça l'aide à payer des fois des outils ou de la machinerie qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas le budget. Bien, ces bourses-là ou ces aides-là, on peut les appliquer à ça. Nous, ça a été un peu plus long à avoir celle à l'établissement parce que pendant longtemps, on a eu 2 travails à temps plein. Comme je disais, ça fait juste 2 ans que je suis établi, on va dire, à la ferme à temps plein. Fait que c'est quelque chose qui a pris un peu plus de temps à arriver, mais au moins, il y a la première prime, j'ai oublié le nom, mais qui est, c'est pas l'établissement, mais le monsieur de la financière l'avait dit tantôt. Oui, démarrage, bon, celle-là, on est capable de l'avoir à l'avance. Fait que, tu sais, ça fait une bonne mise, dans le fond, pour partir un projet, puis je pense que c'est nécessaire. On a déjà une question. Madame Anamat, oui, allez-y. Peut-être vous approcher au micro. On va faire ça plus dynamique, on va bien s'entendre. Oui, je me permets un commentaire puis une question. Tu sais, vous dites c'est un plus, là, les aides et les subventions. Moi, mon commentaire là-dessus, là, puis j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus tantôt, là, c'est que je pense que c'est incontournable. Moi, c'est vraiment mon opinion parce qu'il y a quand même, et les gens qui s'en sortent, honnêtement, je vois dans des comptages, je vois des fois ça monte à 10, 15, 20%. Tu sais que ça peut revenir en revenu d'une année. Là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Il y a du salarial, il y a de l'investissement et tout ça, mais les gens vont les chercher. Fait aller les chercher, c'est pas un plus, c'est faut le prendre. Moi, ça, c'est mon avis. Puis, ma question, Félix, c'était, tu sais, économie sociale, je me pose la question, est-ce que tu as l'impression que les clients le valorisent? Est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce qu'ils le valorisent? Est-ce que ça t'aide à vendre ou pas? Peut-être pas directement, mais je pense qu'on est apprécié dans la région de par aussi. On n'est pas juste une entreprise d'économie sociale parce qu'on est une coopérative. Là. Sur la ferme, on organise souvent des activités, des collaborations avec la Banque alimentaire. Puis il y a même eu 2 festivals là, qui ont eu lieu sur le site de la ferme. Fait que notre travail est apprécié puis reconnu. On sent l'amour des gens. Fait que ça, c'est positif. Est-ce que ça se traduit en plus de ventes? Peut-être un peu, mais c'est dur à quantifier. Ouais. Merci. La question est pertinente parce que ça permet de faire du pouce avec la prochaine. Je voulais vous amener sur les modèles juridiques. Et là, on rentre dans le technique là, quand même de vos entreprises. Puis là, Félix, tu es quand même bien réchauffé pour parler du modèle coopératif. Tu en as parlé quand même un peu des avantages tout à l'heure, justement, avec le fait que tu n'es pas seul dans cette entreprise-là. Parle-nous, peut-être, nomme-nous d'autres avantages que tu verrais, justement, et pourquoi vous l'avez choisi, le modèle coopératif, à la base? Ouais, ben, pourquoi on a choisi ce modèle-là? Ça s'imposait pour nous. Dans le fond, on avait toujours travaillé sur un pied d'égalité entre nous. Là, fait qu'on se voyait mal là, que quelqu'un investisse plus puis qu'il ait plus de son mot à dire ou quelque chose comme ça. Mais aussi, on connaissait une ferme coopérative qui avait fait les démarches récemment. Fait qu'ils nous ont donné beaucoup de conseils pour faire la même chose. Sinon, si vous n'avez pas cette chance-là puis vous voulez vous fonder une coopérative, il existe le réseau Coop là, qui offre d'excellentes formations. Nous, on ne s'en est pas prémunis, mais maintenant, là, je vais chercher beaucoup de formations à la pièce parce qu'au fur et à mesure que l'entreprise grossit, bien, il y a des nouvelles questions qui se posent, là, que ce soit des questions fiscales, comptables ou de gouvernance aussi. Là.
Voilà. Fait que l'avantage, je pense que les avantages, ça serait là, qu'on est en équipe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Tout ce qu'on fait est en équipe. On se partage les tâches selon les préférences puis les forces de chacune. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, il y a des choses que je déteste faire sur la ferme. Fait que c'est rarement moi qui les fais et vice-versa. Mais bien sûr. Convaincu, par contre, qu'il y en a qui sont contents que tu fasses des demandes de subvention. Oui, absolument. Là, puis, moi, j'habite plus sur le site de la ferme, fait que je fais un peu plus de travail de bureau, là, la comptabilité de chez nous avec un café, j'adore ça. Là, fait que, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tu as bien répondu à la question. Là, je pense que vous, de votre côté, vous avez peut-être des modèles plus traditionnels, si je dirais, d'entreprise familiale. Oui. C'est bien ça? Exact. Moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise en 2013, la ferme était déjà incorporée il y a très longtemps de ça. Et puis, actuellement, il n'y a comme pas d'avantage à changer le statut. Là, fait que on va chercher toutes les... En étant qu'on peut partager les parts, les actions, c'est plus transparent pour les... C'est un modèle qui était peut-être plus familier aussi, étant donné que ton père avait déjà une ferme aussi. J'imagine que c'est un modèle similaire, finalement. Mon père, lui, à l'époque, il était à son nom, OK. à individuel. Ouais. OK. Puis là, j'ai transféré au nom de compagnie, fait que ça fait une différence dans la gestion quand même. OK. Mais la compagnie, je pense que tout dépendamment où on est situé dans les valeurs, tout ça, il y a des avantages un versus vers l'autre. OK. C'est pour ça que ça prend un bon comptable quand on fait ça. Exact. Mais nous, on a commencé, on était en nom collectif, là, je pense que c'est SENC, quand on a débuté la ferme dans les premiers débuts, parce qu'on avait encore 2 jobs à temps plein, puis c'était plus simple. Mais plus la ferme elle a commencé à croître, plus il y avait des revenus associés à la ferme, il y avait plus d'actifs. Nous, en fait, pourquoi encore je ne me tire pas de salaire, c'est qu'on essaie de tout réinvestir l'argent dans la ferme pour arriver à notre idéal. On veut bien que ça roule avant de pouvoir bien s'établir. Puis, justement, quand le revenu familial devenait trop à cause on a des enfants aussi, on s'est fait conseiller de s'incorporer pour le long terme. Maintenant que moi, je suis à temps plein à la ferme, peut-être que ça a peut-être plus son sens d'être incorporé, mais en même temps, c'est quand même complexe comme démarche que maintenant, c'est plus simple de garder le statu quo. Là. Fait que c'est un peu comme ça. J'aurais comme une sous-question, mais qui n'est pas nécessairement liée au modèle juridique, mais au fait de la grande diversification de l'entreprise, en fait, là, de vos productions. Parce que c'est un modèle... On a plutôt tendance à voir l'agriculture de façon spécialisée, alors que toi, tu es dans la grande diversification. Alors, justement, comment ça se gère? C'est quoi les avantages de ça, selon toi? Les avantages, nous, c'est on a des productions qui sont à l'année, on a des productions qui sont plus saisonnières. Fait que, ça nous permet d'avoir un roulement, on va dire, d'argent un peu à l'année. On a nos œufs qui sont à l'année, qui nous donnent une petite sécurité quand on a des périodes un petit peu plus creuses. Mais je pense que la diversité, surtout, on le fait, nous, au départ, parce que c'est une question de valeur pour nous. On s'est dit, traditionnellement, à la ferme, tous les agriculteurs avaient leur propre bœuf, avaient leurs cochons, avaient leurs poules pour leurs œufs, étaient quand même autonomes. Fait que nous, dans notre modèle d'affaires, on l'a parti comme ça à très petite échelle. Puis avec Jesse, plus il y avait une croissance, plus on se dit, est-ce qu'on est capable de le pousser, garder notre même modèle, mais de le grossir. Puis à date, ça va quand même bien. C'est sûr que c'est une grosse gestion. Je pense que mais je pense que la clientèle aussi aime ça. Comme on fait notre mise en marché en vente directe, les personnes, on est vu un peu comme, je n'aime pas ça appeler ça, mais un peu comme une épicerie. Fait que les personnes, ils savent que s'ils viennent à la caboche, ils sont capables d'avoir leurs œufs, sont capables d'avoir leurs poulets, sont capables d'avoir leur bœuf, leurs cochons. Fait que on est quand même quelque chose de complet. Puis ça a toujours été quelque chose que ma copine a voulu développer aussi, l'agrotourisme. Depuis 1 an, là, on fait des visites à la ferme, des visites d'école, on fait des visites personnalisées. Fait que le fait d'avoir ces animaux-là à l'extérieur, on est capable de montrer que même à petite échelle, parce que quand on a commencé, on était quand même très petit. Puis c'est beau, une petite ferme-école, puis tout ça, mais de l'avoir à grande échelle, être capable de rentabiliser, dans le fond, ces investissements-là qu'on a faits, on est quand même content de voir que même si on est très diversifié, ça peut fonctionner. Comme Mme l'a dit, c'est pas facile, puis je le conseille pas peut-être à tout le monde, mais c'est possible, ça peut être viable, c'est simplement que ça ferait une bonne gestion, je crois. Je vais encore garder le follow spot sur toi, si ça ne dérange pas, parce qu'on va parler de mise en marché maintenant. Ils vont se prononcer un peu, parce qu'ils ont tous évidemment des modèles de mise en marché qui sont différents. De ton côté, ce qui est intéressant, c'est que tu as des productions qui sont sous gestion de l'offre, mais vous avez décidé de commercialiser vous-même. Donc, pourquoi vous avez pris cette décision-là?
Ben, on ne l'a pas pris. C'est que les programmes avec lesquels on a fait, c'est que la gestion de l'offre, ça prend un certain nombre d'unités, ça prend du quota. Nous, le quota, on a du quota qui nous appartient, oui, depuis quelques années, mais on a aussi un quota qui est avec le PAD 500 et les 2000 unités des éleveurs de volailles qui sont prêtés à vie, qui sont non monnayables, qui ne sont pas garantis. Ils nous sont garantis tant qu'on les produit, mais il n'y a pas de valeur à ça. Puis ça, dans ce partenariat qu'on a avec ces fédérations-là, dans ces programmes-là, c'est qu'on doit mettre en marché nous-mêmes ces produits-là. Donc, on trouve d'une manière de la mettre en marché. Nous, on s'est installé pour les œufs dès le début avec ce qu'on appelle un petit poste de classement pour pouvoir distribuer nos œufs avec des partenaires, que ce soit des épiciers, des épiceries biologiques, au marché public. Fait que nous, dès le début, on voyait qu'il était pour avoir une demande, ou en tout cas, on lui a cru dès le début. Puis on a fait ces investissements-là, parce qu'on a des projets de vouloir croître aussi. Nous, ce qui est intéressant, c'est que justement, en régie biologique, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus dans la région. Après ça, pour ce qui est du porc, puis le canard, tout ça, bien, c'est des mises en marché aussi qui allait bien avec les restaurateurs. Ça, c'est un autre volet qu'avec la croissance de la compagnie, on a développé. Fait que oui, on fait de la vente directe à la ferme, au marché public, mais aussi on va chercher des partenaires, des restaurateurs locaux. Nous, ce qu'on voulait, c'était être capable d'offrir une viande saine, biologique, à prix raisonnable au Bas-Saint-Laurent. Puis je pense qu'on y arrive bien. Dans une mise en marché, justement, directe aussi, c'est un peu le modèle de votre coopérative à vous aussi, dans le fond, Félix. Oui, absolument. Oui. Nous, maintenant, pourquoi on apprécie autant là, d'avoir les deux volets là, de légumes et de semences, c'est que ça nous permet d'avoir un inventaire de choses qui sont non périssables pendant l'hiver. Je pense que c'est un grand plus, puis ça nous a donné du souffle. Fait que, ce qui nous permet de ralentir la croissance du volet légumes. C'est ça. Mais c'est ça. Mais la diversification des produits de nous autres aussi, je pense que ça nous a aidés. Dans le fond, en hiver, quand on vend nos semences, on met des stands dans les quincailleries ou dans les diverses épiceries, mais on fait aussi des fêtes des semences. Puis là, dans le but de se faire connaître partout dans le Québec, bien, on va à des fêtes des semences vraiment loin des fois, qu'on n'est pas sûr que ça va valoir la chandelle, mais d'avoir plusieurs produits avec nous autres qui sont dans la chambre froide, comme notre choucroute ou nos carottes, qu'on sait qu'on va pouvoir attirer des personnes à la table par des dégustations, des choses comme ça, bien, ça rend le voyage plus rentable, là, par exemple. Là, fait que des fois, d'avoir la combinaison, c'est pratique. Puis c'est ça. Mais bien sûr, c'est plus de travail, mais il faut savoir qu'est-ce qui marche pas, puis il faut cerner les collaborations qui sont efficaces, puis celles qui ne le sont pas. Là, nous, on vendait des légumes en épicerie. On le voit tout de suite, la différence entre une épicerie qui sont dynamiques, qui vont replacer les légumes tout de suite. Dès qu'il y en a qui ne sont pas beaux, ils les enlèvent du comptoir au lieu de mettre un rabais puis pas de nous en commander des nouveaux. Fait qu'il faut avoir la brillance d'esprit de « OK, ici, ça ne sert à rien de s'obstiner, on ne les rappelle plus. » Puis les autres, nos autres partenaires, on les contacte régulièrement, voir si ça fonctionne toujours avec eux autres, le deal qu'on a, la marge, la fréquence de nos visites, ces choses-là. Mais ouais, ça aussi, c'est beaucoup de travail humain, de discuter avec plein de personnes, négocier des deals. C'est pas tout le monde dans la coop qui est à l'aise et qui aime ça faire ça. Donc, moi, je considère que c'est la moitié du travail. T'sais. Le produire, c'est 50%. Oui, le produit est tout là, il a été mis en pièces. Après ça, pour qu'il soit rentable pour l'entreprise, il faut qu'il soit vendu. Puis, une autre affaire que je voulais rajouter pour la mise en vente directe, c'est qu'il se crée un lien aussi avec le consommateur. T'sais, on a des clients, nous, que dès le début, ils sont venus à la ferme pour les œufs, puis au cours que la croissance de la ferme, on a rajouté des produits, on s'est diversifié, bien, ils connaissaient déjà la ferme, mais ils sont venus essayer d'autres produits. Puis ce lien direct-là avec le client, je pense qu'il est très important à la vente directe, à des petites entreprises en démarrage, tout ça, d'aller chercher des clients longtemps, de les fidéliser. Je pense que ça, c'est quand même très important. T'sais, nous, on a un peu volé aussi le fait des paniers de légumes, les abonnements, ces choses-là, ça se faisait beaucoup dans les paniers de légumes. Nous, on a essayé de l'emmener avec la viande, avec les œufs. Fait que on fait des livraisons, on a des abonnements d'œufs. Les personnes, ils payent à toutes les 14 semaines, à toutes les années. Puis ils viennent chercher leurs œufs régulièrement. Puis ils savent qu'à Rimouski, on va aller livrer à toutes les semaines des œufs, mais ils peuvent nous appeler. Puis jusqu'à 2 jours d'avance, on peut aller livrer de la viande directement à Rimouski. Fait qu'ils savent qu'il y a une récurrence à créer. Fait qu'on a ce lien-là avec nos consommateurs qui nous permet, on l'a entretenu durant toutes ces années-là, puis on est content que cette clientèle-là nous suive aussi année après année. Là. Maintenant, toi, Dany,
Ferme laitière, donc gestion de l'offre, c'est un tout autre modèle de commercialisation. Malgré que le fait que le lait, c'est quelque chose de tellement complexe à commercialiser. Oui, c'est aussi, ça. Parce qu'il peut être dégradé en toutes sortes de formes. Là. Mhm. Et puis, mais par contre, on a un excellent système de mise en marché qui est par les producteurs de lait qu'on peut laisser en confiance à gérer tout ce monde-là. Mais par contre, à la ferme, nous autres, on a un volet qui est grande culture des céréales. Fait qu'il faut user de stratégies face au marché, face aux semis. C'est ça qui est le nerf de la guerre. Si tu veux te faire des rendements comment je pourrais dire ça, des rendements monétaires à la fin de l'année, ben c'est important de choisir le bon intrant, puis de placer aussi à la bourse, parce qu'il faut jouer un peu à la bourse avec nos ventes de céréales. Puis quand on a des bons contrats, il faut les saisir, il faut les booker. Puis après ça, on ensemence ce qu'on a booké à des bons prix. Fait que c'est quand même une gestion. Puis aussi, on s'est installé des réserves de céréales, des silos, pour justement pouvoir vendre, entreposer, et pas vendre dans des périodes où c'est que tout le monde moissonne, puis que ça rentre dans les mûneries, puis tout le monde tombe full, puis que le prix est à terre. Fait que la stratégie, c'est de savoir un inventaire, puis quand le moment dans l'année est bon, ben là, on sort notre stock pour le vendre. C'est un peu... c'est un autre domaine à ce moment-là aussi. Là. Fait que visiblement, tout le monde a son modèle de mise en marché qui est différent avec chacun des avantages. Et c'était bizarre, hein? Je ne sais pas trop. En tout cas, mais j'avais des avantages et des inconvénients pour chacun des modèles. On est dans une période quand même actuellement qui est un peu d'incertitude économique, on va se le dire comme ça. Comment vous entrevoyez ça pour vos entreprises respectives? On dirait que des fois aussi, on parle de crise en se disant que ça va être épouvantable, mais en même temps, les bons entrepreneurs vont dire qu'il y a des opportunités dans les crises. Est-ce que vous êtes à ce niveau-là pour vos entreprises respectives? On va commencer avec toi, Félix. Bien sûr, c'est la crise, mais ça fait des années que c'est la crise, puis c'est de pire en pire à chaque année. Fait à un moment donné, moi, je pense aussi avec un grain de sel. C'est sûr qu'on l'a vu, admettons, avec la guerre des tarifs avec les États-Unis, il y a eu un engouement pour les produits locaux. Fait que, personne n'était dupe que comme ça allait retomber par la suite, mais on s'est dit, on va en profiter. Puis nous, on essaye aussi de capitaliser là-dessus d'une autre façon, dans le sens que nous, sur la ferme, on produit des semences. On aimerait ça, dans le futur, produire pour des fermes maraîchères. Parce que la situation, c'est que la majorité des fermes maraîchères commandent la majorité de leurs semences à l'extérieur du pays, aux États-Unis. Donc, nous, on aimerait ça développer ce marché-là, mais c'est ça. Ça nécessite des collaborations, des projets de recherche, probablement. On ne se fera pas ça tout seul. Fait qu'on essaie de faire sonner cette corde-là pour placer nos pions pour le futur. Puis, dernièrement, sur une note humoristique, là, je pense qu'on fait aussi des blagues avec ça constamment. La dernière affiche qu'on vient de sortir pour vendre nos paniers, c'est le monde est en feu, mais la personne qui conduit un auto dans les flammes est contente d'avoir réservé ses paniers de légumes à temps avant qu'il n'y ait plus de légumes qui nous proviennent de la Californie parce que ça brûle. Fait qu'on fait des petites blagues comme ça pour rappeler au monde que nous, on est là, puis on va continuer d'être là, même si c'est la crise. Hein. Moi, je Oui, vas-y. Moi, je suis dans le même en ligne que toi. Il ne faut pas oublier que le monde, faut qu'il mange. T'sais. Fait qu'il va tout le temps avoir de la place pour l'agriculture. Puis les opportunités vont tout le temps être là, malgré. Il faut juste savoir les flairer. Et puis après ça, ben, avec ce qui se passe aux États-Unis actuellement, ça va nous confronter à développer nos marchés à l'intérieur du Canada, du pays. Fait que moi, je pense que l'avenir, il faut juste être plus astucieux et créatif. Moi, je pense. As-tu la même perception de ton côté? Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, nous, ça nous a. Tu sais, nous, on rentre dans notre saison à la ferme où est-ce que ben là, les champs vont devenir plus verts, puis tout ça. Fait que c'est là qu'on achète dans le fond, nos produits, carton d'œufs, ces choses-là. Puis on allait beaucoup, il y avait beaucoup de deals, il y avait beaucoup de rabais aux États-Unis, puis ces choses-là dans les dernières années. Puis j'allais chercher de l'équipement là-bas parce que ben pour nous, ça nous permet de sauver un peu de sous. Puis avec ce qui est arrivé, ben, moi et Jesse, on a réfléchi, puis on a dit, mais tu sais, ça doit pouvoir se faire. C'était compliqué. On s'était fait dire que non. Puis cette situation-là a fait que, on a recherché. Maintenant, nos cartons d'œufs, ben, ils viennent du Canada. Ils ne viennent pas encore du Québec, mais au moins, ils viennent du Canada. Fait que, toute notre recherche se fait un peu plus en se basant sur le Québec, sur Rimouski, parce qu'on est capable d'aller le chercher. Puis on se dit tout le temps,
c'est quand même important. On veut manger, des aliments du Québec. Il y a des politiques au Québec qui sont prêts à, si ça vient québécois, si c'est des aliments du Québec, sont capables d'aller mettre une petite marge un petit peu plus élevée si on s'approvisionne au Québec. Fait, moi, je pense qu'en tant qu'entreprise aussi, bien, on doit se donner ça, même si c'est une petite affaire plus chère, mais ça fait rouler l'économie du Québec. Mais il faut penser à ces choses-là. Fait que c'est ce genre de situation-là, je pense qu'il ne faut pas les prendre. Faut les prendre au sérieux. Je pense qu'il ne faut pas les prendre à la légère, mais il faut quand même être capable de raisonner et se dire bien, ça va passer, puis il faut être résilient dans tout ça. Là. Comme on est dans le propos politique, on va rester là-dedans. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes à l'aise? Si on vérifiait auprès ici de nos 3 belles relèves, si vous aviez le ministre de l'Agriculture qui était devant vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Qui se lance en premier? C'est moi, politisé de vous 3? Pour moi, l'économie locale puis circulaire, c'est super important. Je suis sûr que c'est la même chose pour les paniers de légumes. Puis, moi, je l'ai souvent dit, je vais prendre un exemple maraîcher, mais c'est pas normal qu'en saison, on achète des tomates du Mexique à rabais quand on a des producteurs au Bas-Saint-Laurent qui en font puis qui sont plus dispendieux. C'est pas normal. Fait que, si on n'aide pas notre élève, si on n'aide pas nos agriculteurs au Bas-Saint-Laurent, mais ils ne pourront jamais être capables de compétitionner avec ça, que ça soit les mêmes normes pour tout le monde. C'est ça qui doit être important. Je pense que ça, il doit s'en rendre compte. Puis, là, encore une fois, on parle des enjeux avec les États-Unis, puis c'est le branle-bas le combat, puis qu'est-ce qu'on est capable de produire puis pas produire. Je me dis, c'est simple, on est capable de les produire ici, on le sait, c'est quoi notre potentiel au Québec. Puis ça serait de remettre ça en perspective, c'est d'être capable de lui dire, bien, on les produit déjà, ces choses-là. On en a des producteurs, on a une belle relève, il y en a qui veulent se lancer là-dedans, bien, de leur donner la possibilité de le faire. Puis oui, je pense que ça prend du courage, ça prend un petit peu de peur, tout ça, mais si la peur est trop élevée, il n'y a personne qui va vouloir se lancer, puis il n'y en aura pas de relève. Ça n'a pas été facile pour nous, ça n'a pas été facile pour personne alentour de la Terre. Fait que je pense que donner la chance au moins aux jeunes de pouvoir embarquer là-dedans, il y a quelque chose qui doit être fait pour ça. Là. Puis pour continuer avec ton idée, le gouvernement aussi, si j'aurais la chance d'y parler, ben, je trouve que la considération de l'agriculture n'est pas là. Exactement. Puis si tu veux motiver ta relève à intégrer les entreprises, parce qu'il y a plein de jeunes relèves passionnés avec plein de talents, la salle est pleine. Mm-hmm. Puis non, il faut que le gouvernement soit mindé à ce que l'agriculture devienne un peu plus une priorité je pense, parce que je trouve qu'elle est délaissée. Puis qu'on est comme oublié, on est comme acquis. On a comme besoin de manger, mais on a besoin de manger. On est nécessaire, mais on n'est pas... Ouais. C'est ça. Vous êtes essentiel, en fait. Exactement. C'est encore plus que nécessaire. Ouais. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu dirais au ministre de l'Agriculture? Ouais, c'est ça, il y a plusieurs choses. Là. Comme j'ai posé la question tantôt, là, si bien sûr le gouvernement du Québec pouvait donner plus d'argent à la financière agricole pour que les primes à l'établissement soient plus grandes et reflètent plus la réalité actuelle, ça serait bien. Il y a aussi, dans les programmes de subvention, c'est cool quand il y a considération pour les différentes tailles d'entreprises, parce que des fois, tu ne coches pas tout à fait la case, où il y a certaines entreprises qui veulent rester petites, puis c'est correct, puis c'est bien parce qu'elles font du marché de proximité, mais si tu n'atteins pas un certain seuil de revenus bruts, ben là, tu ne te qualifies pas au secteur supérieur. Ce qui est quand même une aberration, là, le modèle commercial des fermes a un peu mené à sa perte, là, que ça fait maintenant, on le sait, là, des fermes qui sont trop grosses, qui sont plus rachetables avec les taux d'endettement, l'intérêt, alors que partout la majorité des pays dans le monde dépendent d'une agriculture de toute petite taille, là, vivrière dans le marché de proximité, alors que nous, on a centralisé. Fait que voilà, je pense que... Ouais. Sachez, messieurs, que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais André Lamontagne est ici, on l'accueille. Non, c'est une blague. Non, on me fait signe qu'il nous restait 5 minutes. J'ai une dernière question à poser à nos 3 panélistes, puis je pense qu'on pourrait prendre peut-être 1 ou 2 questions après là, de l'assistance. En fait, là, si vous êtes devant des relèves, là, puis clairement, vous avez 3 modèles d'entreprise complètement différents, dans des productions très différentes. Qu'est-ce que vous avez le goût de dire aux relèves qui sont devant vous aujourd'hui? On commence avec toi, Félix. Le conseil que je donnerais, c'est de prendre votre temps. Parce que, en tout cas, moi, j'ai déménagé de la ville pour venir au Bas-Saint-Laurent. Fait que c'était une première fois pour plein de choses. Là. Pas nécessairement pour vivre en région, mais genre être propriétaire d'une propriété, partager avec d'autres personnes, de lancer une entreprise
une entreprise, point. C'était une première pour moi. Avoir une ferme, c'est une première pour moi. Fait que c'est beaucoup de premières. C'est très éprouvant pour les individus. Fait que prenez votre temps avec tout ça, là. Moi, j'en ai vu beaucoup, là, des personnes qui s'achetaient des maisons en couple, par exemple, là, puis qui se chicanaient, puis que le couple se dissolvait dans les 5 premières années juste parce qu'il y avait des rénovations à faire, puis là, ça explosait. Là, fait que faites attention à vous autres, vous êtes des humains, c'est beaucoup d'épreuves qui vous attendent. Fait que prenez votre temps, commencez petit et tranquillement. Ouais. Moi, je dirais aussi un peu sur le même enlignement, mais par contre, y aller avec des périodes d'essai, mais nécessairement, attendez pas trop non plus avant de faire des moves, parce que quand tu es jeune, tu as plein d'énergie, tu as plein d'ambition, tu as plein de rêves, fait que c'est le temps de foncer. Mais c'est ça, il faut y aller quand même doser, puis moi, je vous dirais, saisissez les opportunités qui sont en avant de nous autres, puis aussi, faites pas des choses, tu sais, montez, on parlait de budget aujourd'hui, là, prenez le temps de monter le budget de vos plans d'affaires, puis checkez. Faites des choses de concret. Tu sais, ce que Anne Le Mat a marqué, là, pensez pas avec seulement votre cœur. Tu sais. Y allez-y avec du concret pour justifier vos investissements dans le futur que vous allez faire. Fait que ça, c'est important. Il faut qu'il reste de l'argent pour en vivre. Fait que ça, c'est un message que je vous lance. Sylvain? Moi, je pense que c'est deux excellents conseils. Tu sais, je vous dirais aussi, moi, de bien vous entourer. Tu sais, de créer un réseau. Tu sais, moi, je ne suis pas comptable. Il a fallu se trouver un bon comptable. Moi, je viens pas du milieu agricole, comme j'ai dit. Je n'avais jamais conduit un tracteur avant d'acheter ma terre. Je n'avais jamais fait un changement d'huile de ma vie. J'avais jamais fait que d'avoir un bon réseau, trouver quelqu'un qui est capable de vous montrer, d'avoir l'expertise que vous n'avez pas. Puis, tu sais, moi, j'ai pour mon dire que tout s'apprend. À la ferme, on a tout fait par nous-mêmes, on a tout appris par nous-mêmes, mais on a eu des personnes pour nous guider. Fait que de ne pas avoir peur de demander quand on ne connaît pas la réponse, il n'y a pas d'être gêné, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau mécanique, au niveau de la production, ces choses-là. Vous venez de ce milieu-là encore, vous en avez des connaissances. Fait que moi, je trouve que c'est encore mieux. Vous avez ce réseau-là, une plateforme comme on a aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas, toutes ces choses-là. Fait que pour ça que j'ai accepté d'être ici aujourd'hui, c'est de montrer que c'est possible, c'est venir de rien puis de créer une entreprise comme nous. On est quand même très fiers à la Caboche de ce qu'on a fait. Fait que de prendre le temps, c'est important de bien plancher, bien réfléchir. Puis après ça, quand vous êtes prêt à y aller, par contre, d'y aller. De foncer, de mettre votre énergie à 100%. Je l'ai fait pendant longtemps à 20%, mettre du temps dans mon entreprise, à 30%, mettre du temps dans mon entreprise, à 40%. Puis depuis les 2 dernières années que je suis à 100% dans l'entreprise, bien, on voit plus clair, c'est plus facile, ça avance bien. Fait que oui, prendre son temps, mais que quand vous êtes prêt, vous êtes seté, c'est d'y aller, puis d'y aller à fond, je pense. Je voulais rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire aussi. Oui, si vous avez l'envie de décoller des projets, ça peut devenir intéressant si selon c'est comme vous, ça va bien. T'sais. Mais il y a aussi l'opportunité d'affaires avec des gens qui ont déjà des entreprises montées. Comme moi, mon histoire que j'ai vécue avec les transferts non apparentés, il faut prendre en considération ça parce qu'il y a des belles entreprises qui n'ont pas de relève au Québec. Puis ça, je pense que ça a le mérite de continuer. Je voulais juste le mentionner, c'est important. Une bonne main d'applaudissements pour nos 3 panélistes. Sylvain Junior-Henry, on avait Danny Bélanger et Félix Lévesque. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part du public. Soyez pas timides, vous pouvez vous avancer. Tout se demande. Je pense qu'ils ont fait la démonstration, qu'ils sont très ouverts à répondre à vos questions. Oui, est-ce que tu as une question de ton côté? Vas-y. Ça prend toujours quelqu'un qui casse la glace. Oui, c'était une question pour Félix. Là, on parlait de modèles, de structure juridique. Tu as parlé du modèle coop, mais après ça, dans le choix du type de coopérative, là, coopérative de solidarité, là, vous avez choisi travailleur, c'est ça que je comprends, mais pourquoi ce choix-là, plus précisément? Il y a une raison de simplicité, là, dans le sens que c'est la seule coopérative que tu peux fonder à seulement 3 personnes. Puis nous, ça donnait qu'on était un groupe de 3 personnes. Fait que ça s'imposait. Puis je pense que coopérative de solidarité, ça prend plusieurs types de membres. Fait que ça prend des membres, pas du public, là, mais j'ai oublié les termes. Là, mais
Puis ça prend des membres travailleurs également. Fait qu'il y a une petite lourdeur administrative de plus. Nous, on s'en est permis de s'en sauver. Puis coopérative à but non lucratif, nous, on a choisi ça parce que ça nous permettait de cocher quelques cases de plus pour les subventions. Quand on est à but non lucratif, ben, des fois, ça nous permet d'avoir un petit 20% de subvention de plus qui fait une grosse différence au final. Puis aussi, la seule chose que ça change, l'organisme coopérative à but non lucratif ou non, c'est qu'on ne peut pas se verser de ristournes. Donc, s'il y a des surplus financiers majeurs dans l'entreprise, ben, on ne peut pas simplement les verser aux membres. Dans nos premières années d'existence, ça ne causait pas de problème parce qu'on ne générait pas d'excédent. On était en démarrage, on faisait à chaque année des nouveaux investissements, mais là, la question se pose, là, dans le sens qu'on génère un peu d'excédent, fait que d'un certain point de vue, c'est peut-être plus simple de se les verser en ristourne qu'en salaire ou d'autres choses. Là, fait que ça, c'est peut-être appelé à changer. Une autre question. Gabrielle, on fait le même principe, on dit à qui on pose la question. Bien, ce sera à vous trois. Moi, je suis curieuse de savoir, pour la suite, c'est quoi vos projets d'avenir? Est-ce que vous voulez ouvrir un abattoir de poulet dans le coin? Est-ce que vous voulez... Félix, tu l'as dit un petit peu tantôt, là, que tu voulais aller vers les producteurs du coin, ben, maraîchers du Québec. Ben non, je veux pas ouvrir d'abattoir de proximité. Non, ben tu sais, c'est sûr que nous, on veut continuer à développer. On a des projets de croissance au niveau des œufs. Comme j'ai dit, on a acheté du quota qui nous appartient là, depuis peu. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça croître de ce niveau-là. Après ça, au niveau de la volaille, c'est quand même complexe là, au Bas-Saint-Laurent de faire abattre. Donc, nous, dans les défis, là, on fait abattre à Québec. Donc, il a fallu s'équiper pour tout ça. C'est possible, mais la croissance est quand même peut-être plus limitée de ce côté-là, là, moins évidente. Mais on veut continuer à fournir les restaurateurs locaux là, en canard. On veut croître aussi notre micro-porcherie biologique. Là, on a une capacité d'augmenter. Fait que, on y va année après année, puis on veut croître. Comme j'ai dit, j'ai 3 petites filles qui vont peut-être être intéressées à reprendre la ferme ou pas. Mais pour l'instant, ça va bien. Je pense que dans les prochaines années aussi, ma conjointe, elle aimerait ça venir peut-être à la ferme aussi. Là, pour l'instant, là, elle étudie en enseignement. C'est quelque chose qui la passionne. Donc, pour ça, elle va continuer. Mais dans 5, 10, 15 ans, peut-être, on a construit cette entreprise-là pour en profiter aussi parce qu'on aime ça. On veut l'avoir prospérée puis l'avoir pérenne. Donc, tout est encore possible. Nous autres, on est sur les opportunités d'affaires. Dans le fond, on est toujours en expansion parce que dans notre coin de secteur, Matani, comment je pourrais bien dire ça, le dynamisme agricole, il a beaucoup baissé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté leurs entreprises parce qu'il n'y avait pas de relève. Fait que naturellement, on s'est comme ramassé avec un bassin de terre incroyable, sans effort, on pourrait dire, sans compétition. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est de l'occuper, le territoire, parce que si on ne l'occupe pas, ça va pousser en brousse. Puis tout ce qui a été travaillé, défriché à l'époque par nos ancêtres, ben ça n'a plus raison d'être. Fait que là, à l'instant, c'est pour ça que là, on profite du fait pour faire de la grande culture, mais tout en faisant l'expansion d'entreprises laitières à ce niveau-là. Puis la porcherie est vide. On ne sait pas l'avenir, qu'est-ce qu'il va y avoir face à tout ça, fait qu'on est à l'affût de tout. C'est pas le même volume, je pense. Pour nous autres, ben, comme je vous ai dit, là, il y a deux volets sur la ferme. Les légumes, ce qu'on veut se concentrer sur les prochaines années, c'est faire, admettons, le même revenu, mais en le faisant en moins de temps. Donc, en travaillant mieux, en gagnant en efficacité. On a construit une serre il y a 2 ans, fait qu'il nous reste énormément de choses à apprendre sur la régie de la serre pour maximiser cette productivité-là, mais aussi sauver du temps dans toutes les opérations, là, le désherbage, le travail du sol, là, comment on peut améliorer nos processus. Pour les semences, c'est vraiment un monde où est-ce qu'on apprend énormément. Vu qu'on produit une centaine de variétés différentes de semences, ben, chaque variété a ses particuliers, fait qu'on apprend encore beaucoup là-dedans. Puis les semences, ça a l'avantage de ne pas être périssables tant que le taux de germination est bon, puis tant que tu n'as pas tout vendu non plus ton inventaire qui te restait. Fait que pour chaque culture, il y a son équilibre. Il y a des choses qui se vendent très bien, on n'arrive jamais à produire autant qu'on voudrait pour se sécuriser plusieurs années d'inventaire.
Il y a d'autres choses que ça ne se vend pas bien, alors que c'est des variétés incroyables, mais que là, ça nécessite plus de travail de notre part de faire découvrir ces variétés-là avec des recettes, des dégustations, toutes sortes de choses. Puis toutes les variétés qui sont entre les deux. Puis aussi choisir les variétés qu'on préfère cultiver, puis celles qu'on préfère laisser tomber. Fait que trouver un équilibre là-dedans en plus. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, c'est comme déjà envisagé. Puis Gilbert, lui, a ses objectifs, on pourrait dire, corrects de vie parce qu'il n'a pas besoin d'avoir des mille et des mille. Fait qu'il est prêt à laisser de l'argent sur la table. Fait que, tu sais, puis je pense que dans notre entreprise, même avec Olivier, à l'époque, ça a été ça tout le long. Parce que faut pas oublier que quand on commence en agriculture, on n'a pas d'argent dans nos poches pour investir. Fait que tu arrives avec à peu près 2000 pièces dans le compte de banque. Fait que là, il y a quelqu'un qui te donne ta chance, puis là, tu as saisi. Puis là, tu réussis à faire de quoi avec ça durant toute l'année, les années. Mais il faut prendre conscience que pour partager la relève, il faut savoir laisser de l'argent sur la table. Puis c'est important à ce niveau-là. Ben, une bonne main d'applaudissements à nos trois panélistes. Merci beaucoup.